notre invité politique ce matin, c'est Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Merci Bonjour, beaucoup d'être avec nous, député de la Somme, président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesseredon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour. Bonjour. On va commencer en parlant d'Israël. Jean-Philippe Tanguy, Emmanuel Macron s'y rendra donc demain. L'Élysée a officialisé ça hier soir. Plusieurs leaders occidentaux s'y sont déjà rendus. Est-ce que la visite d'Emmanuel Macron arrive trop tard ? Non, elle arrive pas trop tard. On ne veut pas polémiquer là-dessus. Israël était attaqué. Ils avaient l'une des pires crises épouvantables à gérer de leur histoire. Emmanuel Macron a consulté quand il était plus opportun de pouvoir y aller. Il y a des conditions de sécurité évidemment à assurer. Donc non, ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est bien qu'il y aille si cela peut aider à apporter un soutien moral aux Israéliens. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? Bon, je ne sais pas. Je pense qu'il y va pour assurer le peuple israélien du soutien de la France et je l'espère peut-être avancer sur les négociations qui permettront, on l'espère tous, de libérer les otages, nos compatriotes, et puis évidemment l'ensemble des otages retenus. Les otages qui sont la priorité de la France, c'est ce que dit Emmanuel Macron, c'est ce que dit Sébastien Lecornu. Est-ce qu'il faut accepter de négocier avec le Hamas pour les libérer ? Mais forcément, vous devez négocier, sans doute pas directement avec le Hamas, mais d'utiliser soit l'Égypte, soit le Qatar pour négocier. Vous savez, la politique internationale et les relations avec les groupes terroristes, malheureusement, c'est pas... ça ne se nourrit pas d'idéalisme, c'est de la réelle politique. Vous faites tout pour limiter, les attentats auprès des personnes et de pouvoir libérer ces otages. Voilà, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que les moins pires des solutions. Vous parlez du Qatar. Ça fait longtemps, vous, Rassemblement National, que vous alertez sur l'entrisme du Qatar en France. Est-ce que là, vous reconnaissez qu'il est notre meilleur interlocuteur et qu'il est indispensable d'avoir de bonnes relations avec le Qatar ? Non, c'est un peu l'inverse, madame. C'est qu'en fait, on déplore qu'on ait laissé au Qatar prendre ce rôle international. Le Qatar est un tout petit pays qui a eu une influence culturelle, politique, géopolitique grandissante parce qu'on les a laissés investir dans le monde entier, en particulier en France avec la convention fiscale qu'avait offerte M. Sarkozy et les Républicains, l'UMP à l'époque, à ce pays. Donc on lui a donné une ampleur telle que maintenant elle peut se permettre un rôle qu'il n'aurait pas dû avoir. Ils avaient aussi mais là on en a besoin très important avec les talibans. Oui, donc maintenant il faut malheureusement faire avec. Mais n'inversons pas l'histoire. Ce n'est pas un rôle qu'ils auraient dû avoir, c'est un rôle qu'ils ont malheureusement, on fait avec, mais après... On fait avec, ça veut dire que c'est pas le moment de remettre en cause nos relations avec le Qatar ? Non, on fait avec malheureusement, mais après je pense qu'il y a un droit d'inventaire à faire sur la puissance du Qatar en France et en Europe. Voilà, le Qatar est beaucoup trop puissant et ce sont des gens qui jouent de toute évidence un double discours. Il y a un débat qui aura lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale sur la situation au Proche-Orient avec un discours d'Elisabeth Borne. S'en suivra une discussion. Est-ce que vous auriez préféré un vote ? Non, ça c'est la tradition de la Ve République. La politique étrangère est déléguée à l'exécutif. C'est bien qu'il y ait un débat. Il y a déjà eu des formes de débat, mais là je pense. Il y a des sénateurs ici qui avaient demandé un débat avec vote. Oui, mais le gouvernement a refusé. Non, mais pourquoi pas ? Mais si vous voulez, moi je pense que c'est pas le moment de polémiquer. On sait malheureusement à l'Assemblée nationale, vous avez la NUPES qui est dévorée par l'antisionisme, qui flirte malheureusement parfois avec des sentiments plus négatifs. Non, là, il y a une partie de la NUPES, mais pas seulement. Votre question est intéressante parce que le gouvernement veut réduire le problème de la NUPES avec Israël à seulement les insoumis. Or, vous le savez, ceux qui ont déposé depuis 2 mandats une résolution parlementaire pour insulter Israël en considérant que c'est un régime d'apartheid et pas une démocratie, ce sont les communistes. Ceux qui accueillent le mouvement BDS, le mouvement de boycott Israël, qui est le fauné des antisémites contemporains, c'est la fête de l'humanité, c'est le PCF. Voilà. Et les Verts aussi, malheureusement, ont beaucoup flirté avec ce genre de mouvement. Donc ce n'est pas avec notamment le rappeur Medine, je rappelle, qui a fait un tweet antisémite contre Rachel Kahn il y a seulement 2 mois. Donc ce sont malheureusement des mouvements politiques qui sont traversés par l'antisionisme, qui est le nouveau-né de l'antisémitisme. Mais vous les accusez d'antisémitisme à la NUPES ? Ah oui, à la NUPES, il y a aujourd'hui des figures qui sont, à mon avis, antisémites. Personnes comme Madame Obono, comme d'autres, qui flirtent, Madame Sourdé, par exemple, qui malheureusement est vice-présidente du groupe d'études contre l'antisémitisme. Vous citez que des insoumis. Oui, mais les autres flirtent. Dans les autres, le PCF et les Verts, il est vrai, utilisent l'antisionisme, mais je pense malheureusement, soit ils sont naïfs, soit c'est un fauné. Mais vous savez que vous ayez déjà les 2 noms que je vous ai cités dans les Insoumis, qui ne sont pas des figures anecdotiques. Les Insoumis ont choisi
Madame Sourdé pour être vice-présidente du groupe d'études contre l'antisémitisme, sachant que dès qu'elle peut, elle fait des selfies avec les gens du mouvement Boycott Israël. Donc ce sont des mouvements dramatiques. Donc voilà, le fait qu'il y aurait un vote en tout cas aujourd'hui dans les circonstances actuelles, avec le niveau de tension et de provocation des insoumis, ne me semblerait pas... Vous attendez un débat tendu? Il y aura un débat tendu. Il y a déjà eu un débat très tendu, vous savez, avant les attaques qu'a connu Israël, sur la fameuse résolution des communistes sur le fait qu'Israël serait un État d'apartheid, ce qui est une insulte à la République israélienne. Sur cette question d'antisémitisme, Jean-Philippe Tanguy, pendant longtemps, c'est votre famille politique qui a été taxée d'antisémitisme. Vous entendez comme moi les commentateurs aujourd'hui dire que l'antisémitisme a changé de camp. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je pense que changer de camp, je ne pense pas que le Front National était antisémite par nature. Il y a eu les déclarations condamnées et condamnables de Jean-Marie Le Pen qui ont naturellement heurté et blessé les personnes dont les familles avaient été déportées, ou les personnes à l'époque où il les a faites qui avaient connu elles-mêmes la déportation. Aujourd'hui, malheureusement d'ailleurs, on voit la conséquence de 20 ans de laisser-aller dans un certain nombre de mouvements de gauche et d'extrême gauche qui, je ne pense pas que ce soit, comment dire, les dirigeants de la gauche historique, en particulier les communistes et les socialistes, soient eux-mêmes antisémites. Ils ont laissé se développer en leur sein, par clientélisme, des associations qui les ont dévorés. Et c'est le problème qu'on a d'une manière générale avec l'islamisme. C'est que tous les mouvements politiques, en particulier les mouvements de la NUPES, qui pensent pouvoir manipuler l'islamisme, se trompent. L'islamisme gagne toujours quand on joue, malheureusement, avec lui. Il infiltre, il est sous-marin, et à la fin, il gagne, et c'est une hydre qu'il est très compliqué de combattre. Donc ces gens font une erreur historique en pensant pouvoir manipuler l'islamisme et l'antisémitisme qui lui est lié. Sur le voyage de Yael Braun-Pivet en Israël, Fabrice. Oui, alors qui a d'ailleurs été attaqué qui a été critiqué par Jean-Luc Mélenchon. Une réaction d'ailleurs à cette remarque et puis l'utilisation de ce mot « camper ». J'ai trouvé que ce tweet... On va juste voir son tweet, oui. Et ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Il accuse Yael Braun-Pivet de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas l'idiot du village. Jean-Luc Mélenchon, c'est une personne lettrée, une personne cultivée, qui connaît le poids des mots, c'est un rhéteur, c'est un homme intelligent. Donc chaque mot qu'il a utilisé, malheureusement, est choisi. Donc il ne peut pas avoir mis dans la même phrase, sachant que Mme Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, fait un voyage, elle ne campe pas. Bon. Donc s'il a utilisé sciemment ce mot avec le mot de massacre, avec l'histoire familiale de Mme Braun-Pivet, dont la famille malheureusement a connu la déportation et la persécution antisémite, pour moi ne peut pas être du hasard. Donc ce tweet est particulièrement ignoble et je trouve qu'il n'a pas suscité l'indignation qu'il mérite. Voilà, pour moi, là, on franchit un nouveau cap. Est-ce que c'est un tweet antisémite ? C'est en tout cas un tweet c'est un tweet qui s'appuie sur des sous-entendus, comme dirait M. Keppel sur l'islamisme, un antisémitisme d'atmosphère. Voilà, c'est-à-dire qu'il sait que ces mots vont renvoyer à une connaissance, à des choses extrêmement Mais Jean-Luc graves. Mélenchon, il fait de l'antisémitisme d'atmosphère. Là, il joue avec ces connaissances-là. Quand vous utilisez pour une femme dont la famille, et vous le savez, parce que M. Mélenchon le sait, a connu cette tragédie de l'histoire, alors qu'elle est en Israël, alors qu'elle tient des positions qui ne plaisent pas à M. Mélenchon, qu'elle ne campe pas, voilà, elle ne le fait pas. Donc s'il utilise ce mot qui ne correspond pas à la réalité, c'est bien qu'il fait des sous-entendus, entre guillemets, visiblement un jeu de mots sordide, sur cette histoire. C'est extrêmement grave. Ça a déjà été fait par d'autres. Je rappelle que Mme Panot, lors d'un des premiers discours à l'Assemblée nationale, avait joué sur le mot « déporté » en parlant de Mme Borne, dont le père lui-même avait connu la déportation. Je pense que ces gens flirtent gravement avec cette histoire, qu'ils pensent que ça renvoie dans une partie de la population française à ce fond, malheureusement, à ce développement, il faut bien le dire, ce retour absolument effrayant de l'antisémitisme, et qu'il joue avec un feu extrêmement dangereux et qu'il faut tout de suite le bloquer. Et je trouve une fois plus que les condamnations, un certain nombre de gens visiblement ont encore peur de M. Mélenchon, ne sont pas à la hauteur de ce qui est fait. Parce qu'il a été condamné par l'exécutif, qui parle de tweet de la honte, il a été condamné par Éric Ciotti. Mais c'est-à-dire que demain, vous verrez, si les faits me démentent, je m'excuserai, mais je pense que dans quelques mois, tout ça sera malheureusement oublié et que M. Mélenchon sera réintégré à ce qu'ils appellent l'arc républicain, parce que beaucoup de choses sont pardonnées à gauche. Vous savez, il y a quelques semaines, il y a eu un événement qui, je trouve, avait été laissé passer trop facilement. Madame Binet, secrétaire général de la CGT, avait soutenu un de ses cadres
qui, dans un train, avait fait, pareil, un jeu de mots, une blague du pire goût possible à M. Zemmour, pareil, sur la déportation et sur Auschwitz. Moi, Éric Zemmour, c'est un adversaire politique, tout le monde le sait, mais comme c'est M. Zemmour et qu'il est diabolisé, personne n'avait relevé le fait que la CGT avait cautionné, avait essayé de protéger les déclarations de cette personne. Et ça n'avait donné lieu à presque aucune indignation en dehors du Rassemblement national. Et, je le dis, quelques personnalités macronistes qui avaient le courage de le dire. Mais voilà, on franchit, si vous voulez, de manière soit trop peu perceptible, un certain nombre de caps symboliques. Et quand vous mettez tous ces événements... C'est-à-dire pour vous, la suspension, parce qu'il y a quand même des prises de distance des communistes, du Parti socialiste avec Jean-Luc Mélenchon, vous dites que c'est pas suffisant? Vous attendez quoi, une rupture totale? Il doit y avoir une rupture totale, mais une fois de plus, c'est surtout que les communistes, si vous voulez, ont pris des distances sur les déclarations sur le Hamas qui sont juste absolument révoltantes, mais une fois sur le fond, je vous dis, le Parti communiste, par les textes qu'il dépose, par les financements aussi que les collectivités territoriales communistes ont pu accorder à un certain nombre d'associations, parce que ce qui se passe à la fête de l'humanité, pas une fois, depuis des années, eux-mêmes devraient être mis à la marge, ou en tout cas être renvoyés à leurs responsabilités. Or, Mme Borne, puisqu'il faut parler politique aussi, Mme Borne, lors du PLF, reprend des amendements des communistes en disant que les communistes sont très gentils et que le Rassemblement national serait très méchant. Un dernier mot là-dessus, sur ce qui va se passer cet après-midi. Vous dites que vous attendez à de la tension. Est-ce qu'avec ce qui s'est passé ces dernières heures, les positions de la France insoumise que vous avez rappelées et ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, vous assisterez au discours des insoumis ou vous quitterez l'hémicycle quand il prendra la parole? Non, moi j'y assisterai. J'avais déjà pris cette position lors de la question de Mme Panot après les horreurs subies par le peuple israélien. Il faut entendre, il faut écouter et il faut combattre. Si vous quittez, moi j'ai été élu pour combattre des idées qui ne sont pas les miennes, voire des idées qui sont contraires aux valeurs de la France. Il faut combattre ces gens, il faut les interpeller. Si on leur laisse le champ libre, il n'y a plus aucune résistance de la République. Très brillamment, vous apportez votre soutien à Yael Braun-Pivet face à ce qui s'est passé. Absolument, non mais écoutez, moi vous savez, Marine Le Pen a été très claire à de nombreuses reprises. Vous avez des adversaires politiques, vous combattez sur les idées, vous combattez sur le terrain, ce ne sont pas des ennemis. Madame Braun-Pivet n'est pas une ennemie, c'est une compatriote, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, c'est une personne digne qui mérite le respect, dont l'histoire familiale mérite le respect, c'est une sœur d'humanité, je rappelle quand même. Moi, ce qui me fait peur parfois avec les insoumis, quand je les écoute, quand je les entends, y compris quand ils parlent de nous, ou même de moi, par exemple dans la Somme, à plusieurs reprises, M. Ruffin m'a déshumanisé. Ou a déshumanisé la candidate Rassemblement national qu'il avait contre lui dans la première circonscription de la Somme. Ce sont des gens qui ont une capacité effrayante à déshumaniser leur adversaire, à ne plus voir la femme ou l'homme, la mère, le père de famille, le compatriote, à ne voir qu'un ennemi politique. Et moi, c'est une attitude qui, à mon avis, est un signe d'extrémisme, parce qu'on parle d'extrémisme à tort ou à raison. Pour moi, le fait de ne plus voir dans votre adversaire politique un homme ou une femme, un Français ou une Française, pour moi, c'est une définition de l'extrémisme. Entre M. Ruffin et vous, l'humaniste, c'est vous. Malheureusement, je le déplore. Moi, j'ai toujours eu du respect pour l'engagement de M. Ruffin, certains combats qu'il peut porter, notamment pour les femmes qui ont des conditions de travail difficiles. Mais quand il s'agit de politique, vous prenez les tracts. Les tracts de M. Ruffin contre son adversaire Rassemblement national l'année dernière étaient d'une violence, des attaques sous la ceinture contre une personne. C'était une mère de famille, une cadre bancaire qui est de la classe moyenne, qui a été traitée comme si c'était une membre de la finance internationale. On va avancer. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un problème de respect de l'adversaire, de respect qu'on se doit entre hommes et femmes politiques. On va avancer, on va parler du projet de loi immigration qui arrive au Sénat début novembre, qui arrivera à l'Assemblée en décembre. Gérald Darmanin a redit hier qu'il espérait trouver une majorité à l'Assemblée nationale sur son texte. Vous le voterez ? Non, pour le moment, parce que pour le moment, M. Darmanin fait une espèce de chantage assez cynique en voulant faire passer des mesures qui facilitent l'immigration, qui facilitent pour nous qui sont des nouvelles filières d'immigration qui étaient illégales, qui deviennent légales, et la lutte contre l'islamisme. Cette fameuse article 3 sur les métiers en tension. Vous savez, je suis déjà venu sur votre plateau pour m'exprimer contre. Mais un compromis pourrait être trouvé au Sénat. On va voir ce qui sort du Sénat. Il serait transféré dans une circulaire. Est-ce que si c'est le cas, vous voterez le texte ? Ça veut dire c'est encore pire. C'est-à-dire que pour permettre le vote de la loi, on prive le Parlement de bloquer une disposition qui est pour moi dangereuse, puisque vous allez régulariser des clandestins. Ils seront évidemment remplacés
par d'autres clandestins. Et donc ce serait en fait, on renforcerait aujourd'hui... des titres de séjour pour des gens qui travaillent déjà, qui doivent avoir des conditions de résidence en France. Bien sûr, mais vous avez déjà, j'ai entendu le président du Sénat, M. Larcher, qui en fait soutient maintenant la fameuse circulaire Valls. Donc la circulaire Valls qui permet déjà un certain nombre de régularisations de clandestins. Donc en fait, la droite, une fois plus, trahirait ses électeurs. Déjà en soutenant la circulaire Valls, je ne suis pas sûr que les électeurs de droite auraient apprécié aux dernières législatives. Et en voulant donc la renforcer, donc en contournant en fait le problème de l'immigration, en donnant tout pouvoir de régularisation au gouvernement. Et je suis désolé, on ne peut pas. Mais là, vous parlez d'un point du texte, Jean-Philippe Tanguy, qui ne sera peut-être plus dans le texte en plus. Dans ce texte, il y a les expulsions systématiques de délinquants étrangers, l'obligation de parler français pour avoir un titre de séjour. Toute personne qui adhère à une idéologie radicale se voit retirer son titre de séjour. Pourquoi vous ne votez pas ces mesures? Mais ces mesures-là, on les votera, on l'a déjà dit, mais même mais avant, si vous ne votez pas le texte, avant les attentats. Oui, d'accord, mais ça, on ne peut pas céder si vous voulez. Moi, on va voir comment sera le texte. S'il y a des bonnes mesures dedans, on pourra les voter. Mais moi, je ne vais pas m'engager, je vais pas me lier ma liberté de vote sur un texte que j'ignore, sur un compromis du Sénat fait par essentiellement des personnes en qui je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance dans les sénateurs, les républicains et les centristes. Ce sont des gens qui ont trahi leurs électeurs depuis 30 ans, moi je viens... là, il demande plus de fermeté. Il demande de la fermeté avant les élections sénatoriales. Déjà, le soir des élections sénatoriales que j'ai suivies sur votre antenne, on avait déjà M. Retailleau qui commençait déjà à louvoyer en disant on va revoir le texte, peut-être qu'on peut trouver un compromis. Maintenant, on apprend que la pire disposition serait renvoyée à la discrétion du gouvernement et que le Sénat pourrait donc valider un texte qui, dans l'esprit, est mauvais. Voilà, donc on va voir. Mais est-ce que dans le contexte actuel, c'est pas nécessaire d'avoir un texte immigration ? Non, mais c'est nécessaire d'avoir un texte pour lutter contre l'immigration depuis 30 ans, puisqu'on a des partis au pouvoir qui ne font que faire entrer de plus en plus d'immigrés. Parce qu'on ne va pas cautionner des mécanismes et des postures dont on sait qu'elles sont hypocrites et qu'elles visent à faire venir de plus en plus de personnes. Nous avons encore un record d'entrée légale cette année, aussi un record d'entrée illégale. Nous, on dénonce ce phénomène une fois de plus. Si le texte va dans le bon sens, si aussi on peut l'amender dans notre sens, peut-être qu'on pourra le voter, mais je ne vais pas me lier à des rumeurs de couloirs ministériels et de compromis foireux entre les Républicains et M. Darmanin. Je verrai bien, et nous verrons bien. Donc c'est pas un non-principe. Nous, on n'a jamais de nom de principe. Depuis que c'est oui le selon groupe ce qu'il y a dans le parlementaire, texte. La philosophie du groupe parlementaire depuis l'année dernière, c'est de voter les textes pour ce qu'ils sont et ne jamais être dans la posture politique. Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est pas ce que vous faites, c'est pas votre question, mais de la part de M. Darmanin, des Républicains, il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de postures politicienne. Je ne vais pas me laisser enfumer. Est-ce que justement, c'est pas là le fond du problème pour vous? Il est en train de vous dépasser par votre droite. Non, vous savez, ça fait beaucoup de mois qu'on dit que M. Darmanin est un problème pour le Rassemblement national. Sincèrement, plus M. Darmanin, malheureusement, gouverne, plus les problèmes s'aggravent. M. Darmanin a menti aux Français, par exemple, sur les violences qui avaient été à la Coupe de France pendant la Coupe de football, la Coupe de la Ligue. Je peux vous dire que rien que ce mensonge-là avait beaucoup donné crédit à nos candidats sur le terrain aux législatives. Donc M. Darmanin n'est pas... peut-être que dans ses rêves les plus fous, il y a un problème pour le Rassemblement national, je vous rassure. Pour nous, il y a un problème pour la France. Est-ce que, pour terminer sur le sujet de l'immigration, vous qui demandez un référendum sur l'immigration, vous qui demandez à ce que le droit national prime sur le droit européen, vous voterez la révision constitutionnelle des Républicains qui arrivera en décembre? Ah bah oui, non mais pour le moment, le texte que j'ai vu, oui, de toute façon, c'est un texte qui s'inspire, tous les commentateurs l'ont dit, de ce qu'avait déposé Marine Le Pen. C'est une copie du texte de Marine Le Pen sur la révision constitutionnelle. Donc nous, on le votera d'ailleurs. Sur les Républicains, en parole... On avait annoncé, voter un certain nombre de textes aussi, nous, de renforcement du contrôle de l'immigration, des aides sociales. Bon, il se trouve qu'ils avaient dit qu'ils voteraient pour nos textes sur la niche et qu'au final, il y avait exactement un député au moment de notre texte pour priver les familles de délinquants d'allocations familiales ou pour renforcer les contrôles médicaux sur les faux mineurs. Bon, donc les Républicains, c'est là pour le coup beaucoup de paroles et à la fin, un vote, voire 0 vote sur le texte contre l'écriture inclusive. Voilà. Donc il y avait 0 député LR. Bon, mais là, vous voterez leur texte. Oui, nous on votera, mais sauf que nous on sera présent à 88, on ne sera pas présent à 1 ou 0 députés. Gabriel Attal, question sur Gabriel Attal, Fabrice. 183 élèves qui avaient contesté ou en tout cas manifesté leur désapprobation pendant l'hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty ne réintégreront pas l'école ce matin sur décision du ministre. Vous partagez cette position, cette décision? Oui, non, mais c'est une bonne décision. Il est important... Autorité. Comme le dit, oui, mais moi, quand ça va dans le bon sens, je le dis. Monsieur Attal a enfin
interdit l'abaya et toute tenue, enfin toutes les nouvelles formes de tenues religieuses qui perturbaient les cours et qui étaient une provocation à nos valeurs. Aujourd'hui, il a sorti du système scolaire un certain nombre d'élèves qui s'étaient extrêmement mal comportés, voire qui pouvaient signaler des comportements de radicalité de leur famille dangereuses. C'est un bon ministre pour vous? Pour le moment, il fait acte d'autorité. Après, une fois plus, ça fait que seulement quelques semaines et donc je ne vais pas juger. Oui, mais là, depuis septembre, c'est le ministre très identifié, préféré des Français. Il prend des bonnes décisions, donc nous, on ne va pas critiquer pour critiquer. C'est important qu'effectivement, un conseil de discipline qui se penche sur le cas de chaque élève, si nécessaire. Enfin là, il dit qu'ils ne feront pas leur rentrée le 6 novembre avant même la décision du Conseil de discipline. Oui, tout à fait. Donc c'est bien que ça se tienne avant qu'il y ait des... Voilà, c'est bien qu'il y ait une vraie enquête, qu'on sache est-ce que c'est des provocations, des erreurs d'enfants, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Est-ce que... Là, il parle de menaces particulièrement graves. C'est-à-dire qu'il parle de menaces envers les enseignants. Exactement. Donc qu'est-ce que ça dit de la famille, puisque ces enfants ont passé ces opinions, ne sont pas arrivés dans leur tête tout seuls. Donc quel est le contexte familial? Est-ce qu'ils ont accès à des textes ou des médias auxquels ils ne devraient pas avoir accès? Donc c'est très bien, il faut qu'il y ait un accompagnement sérieux de ces enfants et des décisions qui soient prises. Voilà. Après, permettez-moi de laisser M. Attal encore faire ses preuves. Mais quand il prend de bonnes décisions, je ne vais pas les critiquer pour les critiquer. D'ailleurs, le groupe Rassemblement National ne les a pas critiqués gratuitement. Voilà. Par contre, notre député Roger Chudeau, spécialiste de l'éducation, a aussi mis M. Attal devant l'énormité des défis qui l'attendent, et vous reconnaîtrez que le Rassemblement National, ça fait des années qu'on demande la même chose: autorité, respect des savoirs, respect des enseignants, et que chaque enfant qui le mérite, puisse progresser et que l'ascenseur social redémarre. Un mot sur un autre sujet dont il a été question ce week-end, c'est ces tensions du côté du Tarn sur le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse. Hier, il y a une ZAD qui a tenté de se former. Le gouvernement est intervenu rapidement. Les forces de l'ordre ont démantelé cette ZAD. Et le gouvernement a eu raison d'être aussi ferme? Oui, mais il a raison d'être aussi ferme. Mais une fois de plus, ces mouvements, on les connaît. Ils sont identifiés. Ils ont quand même commis des actes qui auraient pu tourner vraiment au drame humain, des tentatives ou même des réalités d'incendie d'entreprises, de cimenterie, qui sont des lieux industriels, pour que vos téléspectateurs le sachent, dangereux. Voilà, ce sont des sites dangereux avec des produits chimiques. Ça peut vraiment prendre des proportions très graves. Donc maintenant, il faut que le gouvernement soit plus ferme en amont et dans la dissolution, la lutte contre des groupes idéologiques ou des rassemblements de fêtes qui sont dangereux, qui utilisent... Non, je disais, une fois de plus, on a des scènes de dévastation, voilà, on en a une ici. On laisse ces groupes s'organiser, on les laisse se constituer, et après on envoie nos gendarmes ou nos forces de l'ordre au clash, avec des risques de blessures pour nos gendarmes ou nos forces de l'ordre. Donc il faut agir beaucoup plus en amont. Mais là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Mais il ne faut pas les permettre de se rassembler. Ces gens, ils viennent pas, s'ils viennent avec du matériel, dans leur voiture, il y a des armes par destination. À Sainte-Soline, les manifestations étaient interdites, ça n'a pas... Non, on ne les laisse pas, on ne les filtre pas. Si vous voulez, ce sont des gens... Sainte-Soline, si vous voulez, c'est dans la ruralité, on ne va pas à Sainte-Soline très discrètement. Quand vous avez beaucoup de véhicules qui convergent, vous pouvez mettre des barrages filtrants. Dans le Tarn non plus, exactement. D'ailleurs, c'est le sujet, c'est sortir de l'enclavement un territoire. Vous pouvez faire des barrages filtrants, vous pouvez vérifier les armes par destination. Le gouvernement laisse trop se constituer des rassemblements avec des armes par destination, au lieu de les filtrer. Je soupçonne M. Darmanin aussi de vouloir des images impressionnantes pour montrer qu'il lutte contre ces mouvements et qu'il y a des violences. Ça n'a pas été le cas ce week-end. La majorité des manifestants manifestaient dans le calme. Mais oui, d'accord, mais vous avez quand même de cimenteries, je crois 2, qui ont été victimes d'incendies. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas des événements anecdotiques. Vous avez plein de pays dans le monde, vous avez des manifestations écologiques, on ne met pas des incendies à des cimenteries. Ces groupes ont pignon sur rue. Monsieur Darmanin, par ailleurs, n'a pas réussi à dissoudre les Soulèvements de la Terre, donc qui est une des associations qui est responsable de ces attroupements et de ces violences, parce qu'il a très mal rédigé, je l'ai lu, l'ordonnance ou la circulaire, je ne sais plus, et que le Conseil d'État l'a renvoyé à ses études. Donc il y a quand même aussi là, un laisser-aller. Ça fait plusieurs fois que M. Darmanin est contesté par le Conseil d'État, parce que sur le fond, le travail juridique qui est fait est mal fait. Une dernière question sur les européennes, Fabrice. Pour les européennes, nous avons d'un côté Marion Maréchal, de l'autre Jordan Bardella, deux proches de Marine Le Pen. Comment expliquer que la famille ne parvienne pas à partir sous une bannière commune, un sujet que vous connaissez bien, les européennes, vous avez été candidat la dernière fois avec Debout la France, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ce rassemblement est possible pour 2027 ? Il y a une évidente, depuis le début, Reconquête, M. Zemmour, Mme Maréchal, il y a une évidente volonté de diviser, d'affaiblir le Rassemblement national pour des raisons qui leur appartiennent. Après, il y a aussi des différences de fond sur l'Union européenne. M. Zemmour, Mme Maréchal
visiblement une vision différente de la souveraineté nationale, croit beaucoup plus aux structures de l'Union européenne, à la capacité qui est une forme de fédéralisme, alors peut-être pas différente de celle de M. Macron, mais bon, qui n'est quand même pas le programme du Rassemblement national, et puis sur quand même les valeurs, la vision de la société, la vision portée par Marion Maréchal est quand même beaucoup plus clivante, une forme de brutalité dans sa vision. Il n'y a pas de convergence possible. Pour vous, il n'y a pas de convergence possible. Mais si, il y a un rassemblement possible si évidemment ils s'alignent sur le programme porté par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, visiblement, ils ne veulent pas s'aligner parce qu'ils sont accrochés à un certain nombre d'erreurs sur la société française qui les enferment dans une forme de brutalité. Merci Jean-Philippe Tanguy. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Fabrice. On passe tout de suite au Club des Territoires.